mon café, nous allons pouvoir reprendre la matinée. Une matinée riche qui va se poursuivre par la présentation d'Audrey Fontaine, qui est la présidente de l'association des internes et qui est la porte-parole de ses collègues pour un travail collectif qui a été mené autour de la déconstruction des mythes. Alors on va essayer de voir avec elle quels sont les mythes que les internes ont pu identifier. J'imagine que dans les mythes, il doit y avoir les schizophrènes sont dangereux, par exemple. Donc on va la laisser nous exposer tout cela. Et donc je demanderai à Céline Adernac, qui est responsable administratif et financier d'un EHPAD qui s'appelle l'EHPAD Combertin, de pouvoir intervenir à partir de cette présentation. Donc, Audrey, à toi l'honneur. Ah, forcément, si j'ouvre pas le dossier, ça va pas aller. Ok, donc bonjour, merci aux organisateurs d'avoir invité l'association des internes, on est toujours ravis de participer. Mes collègues malheureusement n'ont pas pu se joindre à moi aujourd'hui parce qu'on a tous des stages et eux ils n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. J'ai un chef qui est très sympathique, que je remercie aussi d'ailleurs. Donc moi je vais vous faire un petit peu le retour de ce qu'on a pu travailler tous ensemble. Et là je vais commencer par vous parler du mythe sur le suicide. On ne peut pas prévoir un suicide, je suis désolée parce que ma diapo elle ne passe pas très bien là. Donc, avant de vous parler si on peut prévoir ou pas un suicide, nous, ce qu'on s'était dit, c'était de faire un peu un état des lieux de, concrètement, actuellement, le suicide, ça ressemble à quoi? Et ça va ressembler à quoi au niveau des chiffres? Donc, dans le monde, il y a 800 000 suicides par an. Donc, grosso modo, entre le moment où j'ai commencé ma diapo et puis là, il y a déjà 2 personnes qui se sont suicidées. C'est un suicide toutes les 40 secondes dans le monde. En France, non j'ai oublié, l'Europe, la France est au 6e rang européen du nombre de suicides. Et c'est la première cause de mort évitable en France. Donc en 2011, on tournait à 10 300, presque 11 000 décès par suicide. C'est la première cause de décès chez les jeunes entre 25 et 35 ans. Il y a 200 000 tentatives de suicide qui passent par les services de médecine ou d'urgence qu'on peut du coup compter. Là-dedans, on ne compte pas les tentatives de suicide qui sont faites à la maison et qui sont... voilà, quelqu'un qui décide de s'ouvrir les veines et puis au final, ça saigne pas beaucoup, donc il se met des pansements et puis voilà, ça, on ne les compte pas dedans. Et on sait que parmi ces 200 000 personnes qui passent à l'acte, il y en a 40% qui vont récidiver. Et il y a 10% des personnes qui ont fait une tentative de suicide qui un jour se suicide. Alors là, vous voyez déjà arriver avec la prévention, la prédiction. Comment est-ce qu'on peut prédire un suicide? Là, on voit déjà qu'il y a quasiment une personne sur 2 qui a essayé de se suicider, qui va se suicider. Donc déjà, on peut partir de ces chiffres-là pour se dire qu'il y a quand même quelque chose à faire et qu'on peut peut-être quand même prévoir pour une partie d'entre eux. En France, où on est exactement dans le suicide, ça c'est la carte de France avec les différentes régions. Plus c'est foncé, plus il y a des suicides. Vous voyez que là où on est, malheureusement, on a un très fort taux de suicide. Et puis je vous laisse voir sur la région, du coup j'avais gardé les anciennes régions. Si en fonction de là où vous êtes, si le secteur, c'est un secteur où les gens se suicident beaucoup, malheureusement ou pas. Voilà. Alors, quand on parle de suicide, on parle de quoi exactement? Quelqu'un qui va avoir envie de se suicider, c'est quelqu'un qui va devoir mettre en balance sa vie actuelle où il a des difficultés et puis la mort qu'à ce moment-là, il voit comme une solution. Et qu'est-ce qui fait que la personne va essayer de se suicider? C'est que la balance va pencher vers la mort et à ce moment-là, la personne se dit la perspective d'avenir, il n'y a rien qui va changer, ma meilleure solution, c'est la mort. Et on s'est rendu compte en regardant un petit peu les chiffres qu'il y a quand même 80% des personnes qui se sont suicidées, qui sont passées chez leur médecin traitant la semaine d'avant. Alors, pas forcément pour parler des idées noires ou du moral ou des choses comme ça, mais pour, par exemple, aller voir pour une douleur de ventre ou une douleur à la tête. Enfin, voilà, ils sont au moins passés chez le médecin traitant. Et pourtant, on n'a rien fait, on n'a rien pu faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire?
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est d'essayer de voir déjà si cette personne, elle avait des risques, enfin des facteurs de risque de suicider. Il y en a qui sont identifiés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a quand même une personne sur deux qui a essayé, qui recommence, donc on arrive quand même à avoir un petit peu des schémas communs. Donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un a un risque un peu suicidaire? Donc on peut avoir dans son histoire personnelle, donc quelqu'un qui a déjà fait des tentatives de suicide. On a dit tout à l'heure que quand il y en a une, on a 50% de chance quasiment de recommencer, puis ça augmente plus on en fait. Il y a en fonction du style de vie, des personnes qui par exemple travaillent beaucoup, qui ont des soucis au travail. Ce qui me permet de passer, à celui-là, du coup, des événements de vie compliqués. On a aussi, quand il y a des problèmes familiaux, quand on n'a pas assez de soutien, quand on a eu des soucis, des abus ou des choses comme ça. Et j'ai aussi dit déjà le soutien. Qu'est-ce qui fait que ça va être urgent? Parce que nous, dans nos consultations, les internes, on a tout le temps, enfin tous les jours, des patients qui viennent nous voir et qui vont nous dire j'ai envie de mourir, docteur. Sauf que forcément, on n'hospitalise pas tout le monde, sinon on n'aurait plus de place nulle part. Et il faut qu'on arrive, nous ce qu'on nous demande, c'est quand même de dire est-ce que cette personne, elle va se suicider là, ou bien est-ce que ça peut attendre un peu pour qu'on fasse quelque chose entre deux et qu'on puisse éviter qu'elle le fasse. Vous comprenez bien que c'est déjà un petit peu compliqué de répondre à cette question, mais on a quand même des petites choses qui nous aident. On essaye d'évaluer le degré de souffrance de la personne, donc c'est pour ça qu'on fait des entretiens assez longs, qu'on essaye de voir la famille, les amis, un peu tout le monde autour. On regarde, alors, le degré d'intentionnalité, à quel point la personne, elle est sûre d'elle. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a fait des préparatifs. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, votre voisin, qui vous donne son animal de compagnie avec qui il est depuis super longtemps, mais qui là, bizarrement, vous le donne. Puis vous vous êtes dit, c'est quand même bizarre que cette personne m'ait ramené son chat. Il se sépare jamais de son chat. Et le lendemain, il y a eu la bêtise. Donc c'est des gens qui préparent un peu ce qu'ils vont faire. Et bizarrement, c'est des gens qui sont très calmes en général quand vous les voyez, parce que comme ils savent ce qu'ils vont faire, ils sont plus inquiets. Ils savent qu'ils ont prévu de mourir à tel moment en faisant telle chose. Leur angoisse de la balance, est-ce que ma vie elle vaut le coup, est-ce que vaut mieux que je meure, la question elle est résolue déjà pour eux. Donc là c'est un degré d'urgence très important, très grave, donc là on s'affole. Si la personne elle est très tendue, elle est très agitée, ça c'est normal. Et puis si récemment il y a eu un problème, donc un décès, un problème au travail, ça peut être un problème anodin pour vous, mais pour la personne qui va avoir un sens vraiment très important et qui risque de majorer un peu des idées qui par exemple étaient déjà là. Et après, les gens qui ont déjà une idée en tête, c'est aussi de voir si cette idée elle est réalisable. Par exemple, quelqu'un qui vous dit moi là j'ai envie de mourir, mais je mourrai que d'une seule façon, c'est en prenant l'avion, en sautant et en oubliant d'ouvrir mon parachute. S'il n'a pas de quoi se faire un saut en parachute, on a un petit peu de temps pour discuter avec la personne et voir pourquoi est-ce que la personne a envie de mourir. C'est pas pareil si quelqu'un vous dit je suis policier, j'ai envie de mourir, je vais me tirer une balle dans la tête et qu'il y a l'arme à la maison. Donc, on a quand même pas mal de critères qui font qu'on peut faire qu'on peut prévoir le risque suicidaire, et si on peut le prévoir, on peut aussi faire de la prévention. Il y a 3 types de prévention. Il y a avant le geste, donc c'est pour ça qu'on fait des campagnes d'information, de sensibilisation. Il y a quand il y a la crise suicidaire, donc vraiment la personne qui est mal, juste avant qu'elle le fasse, il faut pouvoir aller la chercher. Je vais vous parler d'un programme juste après, puis vous allez voir, ça rentre aussi dans ce cadre-là. Et puis, il y a la prévention tertiaire, où là, c'est éviter les récidives, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 40% des gens qui recommencent. Et donc, le programme dont je vous parlais, donc Madame Lefebvre en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était le programme Papageno. Parce qu'en fait, pour gérer la crise suicidaire, il y a les médecins, certes, mais il n'y a pas que. Il y a la famille, certes, mais il n'y a pas que. Il y a un peu le rôle de tout le monde. Et le rôle de tout le monde, ça inclut aussi les médias, parce que les médias, vu leur diffusion, ils touchent un très grand public. Ce qu'on a pu remarquer, c'est quand il y a eu la publication de ce bouquin, donc les souffrances du jeune Werther, le suicide était présenté de manière très théâtrale, très belle, et on a eu juste après une vague incommensurable de suicides dans les mêmes circonstances. Les gens étaient habillés pareil, ils avaient pris les mêmes positions, le même contexte, etc. Donc on se dit quand même il faut faire attention à ce qu'on écrit. Quand on décrit le journaliste qui va aller sur un suicide et qui va décrire exactement ce qui s'est passé, pourquoi, qui va le faire de manière poétique parce que les journalistes ils savent très bien écrire, ça pourrait peut-être encourager des gens à passer à l'acte. Et en même temps, à contrario, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet outil pour aider les gens à ne pas passer à l'acte?
Et donc ça, c'est l'effet Papageno. Et donc ça vient de l'opéra La Flûte Enchantée, où donc il y a Papageno et Papagena. Donc Papageno est amoureux de Papagena. À un moment, il perd sa Papagena et il pense qu'il n'a plus qu'une solution. Il va se suicider, donc il monte sur une petite échelle pour se pendre. Et à un moment, on lui rappelle, il y a un petit angelot qui passe et qui lui dit « Mais Papageno, rappelle-toi, tu as une flûte enchantée. » Et donc là, il l'utilise et il retrouve sa Papagena, il descend de son échelle et il repart. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand la personne elle a un cri suicidaire, avant de passer la corde autour du cou, il faut pouvoir descendre de l'échelle. Et quand un journaliste va écrire son article, comment faire descendre de l'échelle la personne, c'est par exemple, au lieu de dire que c'était très beau, comment ça s'est fait, de dire, bon, si vous êtes dans la même situation, que vous vous sentez mal, il y a tel numéro que vous pouvez appeler. Voilà, donc c'est un programme qui se développe sur le plan national et qui a été monté en collaboration par la F2RSM, l'association des internes et le groupement d'études prévention suicide. Donc voilà, ça c'était le petit point sur le suicide. On peut prévoir un suicide et c'est l'affaire de tous, de le prévoir et d'essayer de l'éviter. C'est pas que un groupe de personnes, c'est chacun d'entre nous ici dans cette salle. Voilà. Je sais pas si vous voulez qu'on échange tout de suite ou si je fais tous les mythes et on fait après. Vous préférez quoi? Je fais tous les mythes? Je fais tous les mythes. Alors, je vais vous parler ensuite de la bipolarité. Attends que je mette le truc. Hop. Donc, le deuxième mythe qu'on s'est proposé de déconstruire, c'est est-ce que la bipolarité est un trouble de la personnalité? Alors déjà, la bipolarité, qu'est-ce que c'est? Parce que je vais vous le faire en deux parties. Déjà, qu'est-ce que la bipolarité? Qu'est-ce que la personnalité? Alors là, c'est le moment où mon côté interne va revenir, mon côté un peu scientifique. Je vais utiliser des descriptions très scientifiques, mais je vais essayer de les faire très simples. Si jamais c'est trop compliqué, n'hésitez pas à faire des grands signes, à crier, enfin voilà. Je recommence et j'essaye de le faire plus simple. Donc, la bipolarité, c'est une maladie qui a plusieurs composants, plusieurs causes. Il y a une partie génétique, donc on sait que dans la bipolarité, il y a grosso modo 60% qui viennent de la génétique, 40% qui viennent de l'environnement. Et on a pu identifier plusieurs gènes, je ne vais pas vous embêter avec les noms, mais en gros, quand on a un certain gène ou certaines formes de gènes, on a plus de risques d'avoir cette maladie. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura, ça veut juste dire qu'on a un peu plus de risques. Il y a aussi une composante neurodéveloppementale. Alors, neurodéveloppementale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de votre vie, votre cerveau, il continue à maturer, continue à avancer. D'ailleurs, vous arrivez à apprendre des choses. Demain, si vous voulez essayer d'apprendre à jouer au piano, vous allez apprendre quelques notes, à pouvoir jouer un morceau. Et ça, c'est parce que votre cerveau, à chaque fois, il se remodèle. Et il se remodèle grâce à des protéines, notamment grâce à la réline, qui va permettre un peu le fonctionnement interne du cerveau. Et on s'est rendu compte, dans les troubles bipolaires, qu'il y avait une baisse de cette protéine-là. Donc on se dit, donc c'est un peu génétique, c'est un peu neurodéveloppemental. La bipolarité, c'est aussi un peu inflammatoire. Alors pourquoi inflammatoire? Parce qu'on a vu qu'il y avait des protéines d'inflammation qui étaient augmentées. On a vu que c'était associé à certaines maladies graves qui sont dans le corps entier, donc notamment le diabète. Donc chez les bipolaires, il y a une prévalence augmentée, multipliée par 3 d'avoir le diabète, c'est quand même pas négligeable. Et on a aussi la composante avec les troubles du sommeil. Donc quelqu'un qui est bipolaire, en général, a son sommeil un peu perturbé. Il ne dort pas forcément le soir et il n'est pas forcément réveillé la journée. Ce qui, vous comprenez bien, est embêtant dans la vie de tous les jours. Et ensuite, on a aussi des modifications à l'intérieur du cerveau. Alors, je vous demande pas de comprendre l'image, mais c'est juste qu'il y a des petites couleurs. Il y a du rouge et du vert. Et le rouge et le vert, c'est là où c'est différent entre la personne qui est bipolaire et la personne qui est pas bipolaire. Donc là, de ce que je vous ai expliqué un petit peu rapidement et très scientifique, c'est de dire quand même que la bipolarité, il y a des changements. C'est un processus quand même un peu actif. Il y a des changements dans le corps par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est la personnalité par rapport à ça? La personnalité, donc ça vient de persona, c'était les masques dans la Grèce antique quand ils allaient faire des représentations. Et la caractéristique de ces masques, c'est que les acteurs les gardaient tout au long de la représentation. On va y arriver déjà avec mes gros sabots. Ça veut dire que c'était stable dans le temps. Et c'est ça dans les différentes situations. Votre personnalité, c'est ce qui va vous permettre face à un événement de réagir de telle façon, et ce sera grosso modo toujours la même chose, la même façon de réagir. Je vous ai dit juste avant, bipolarité ça change, personnalité c'est stable, donc déjà personnalité, bipolarité c'est pas la même chose. Mais on est allé un petit peu plus loin dans la déconstruction du mythe.
Et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y a quand même des gens qui pensent que la bipolarité, c'est un trouble de la personnalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu lié. Alors pourquoi un peu lié? On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de patients bipolaires qui ont des troubles de personnalité derrière. Et il y a notamment un trouble de la personnalité qui ressemble sur certains points, c'est le trouble borderline, où on peut retrouver de l'impulsivité, de l'irritabilité, des variations d'humeur, les gens ils prennent des substances, ils ont des relations avec d'autres personnes qui est un peu compliquées, ils ont tendance à se mettre en danger. Ça peut être retrouvé dans les deux. Après, comment on fait la différence? C'est aussi pour ça qu'on est là et que nous on fait nos études. Il y a des petites choses un peu qui peuvent permettre de différencier. Par exemple, un patient bipolaire, son humeur va varier de je suis très triste à je suis maniaque, ça va vite dans ma tête, je suis très content, voilà. Et un patient borderline, ça va plus varier de bah ça va à je m'énerve, ça va. Voilà. Donc c'est des petites subtilités, mais c'est un peu comme ça qu'on fait les différences. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on s'est rendu compte que la personnalité va jouer sur la façon dont la personne va vivre sa maladie. Et la façon dont la personne va répondre au traitement, va pouvoir mettre en place les solutions qu'on peut lui proposer ou que la famille peut lui proposer. Donc, on a essayé de déconstruire le mythe. C'est vrai que la bipolarité et la personnalité, c'est pas la même chose, mais c'est effectivement très très lié. Donc, au début, quand on avait commencé à travailler là-dessus avec mes amis d'association, mes internes, on s'est dit, mais il sort d'où quand même ce mythe? Et on a été quand même très contents de pouvoir préparer ça pour vous aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas forcément ça en tête. Donc voilà, donc déjà merci. Et j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu aussi sur la bipolarité. Ensuite, je vais faire une petite pause, parce que j'ai préparé des petites vidéos. Donc je vais vous laisser travailler un petit peu, à condition que j'arrive à les mettre. Alors... on va faire la vidéo sur le schizophrène est-il dangereux. Bon, je vais continuer à parler un peu, hein, mais attendez, faut pas qu'elle commence tout de suite. Hop. Voilà. Alors au début, on voulait la faire un peu animée, mais entre deux, on a eu des petits soucis au niveau du son et tout ça, donc pour l'instant, je vais vous demander de lire ce qui est écrit, s'il vous plaît. Voilà, c'était une petite, comme une petite BD. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par le centre collaborateur de l'OMS, qui était basé à Lille. En fait, ils sont allés demander aux gens dans la rue, quelqu'un qui commet un meurtre. Alors il y a plein de questions. Il y a qui commet un viol, qui commet un inceste, qui délire, qui hallucine, qui a un discours bizarre. Quelqu'un qui commet un meurtre ou quelqu'un qui est violent envers les autres, à quoi vous l'associez? Donc il y avait plusieurs choix, fou, malade mental, dépressif, et puis aucun des trois. Et les deux salles, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même 2/3 des personnes, donc jusque là, en fait, c'est le bleu clair et le bleu foncé, qui associent violence à malade mental. Ce qui est quand même beaucoup sur 36 000 personnes. Après, on a pris un peu des faits d'actualité, on s'est juste contenté de taper sur Internet... Oula, c'est parti un peu vite, pardon. On s'est contenté de taper sur Internet schizophrène danger ou schizophrène fait divers. Et les images sortent assez vite. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre en fait? Parce que nous, on a les informations d'Internet, mais Internet, il donne pas que les faits divers, il donne aussi certains chiffres. Donc on a regardé et puis on s'est rendu compte que, restons sur les meurtres parce qu'on se demandait est-ce que quelqu'un qui commet un meurtre est un malade mental ou pas. Le taux d'homicide dans la population générale, enfin voilà, chez les gens qui sont pas malades, c'est 1 à 5 pour 100 000 habitants. Un schizophrène, c'est 0,16. C'est déjà beaucoup moins important. Ce qui nous fait dire qu'il y a 97% des agresseurs qui ne sont pas des malades mentaux. Donc ça fait que 3% de personnes qui sont malades mentaux qui pourraient potentiellement passer à l'acte. Et dans tous les crimes qui sont commis, en fait 30% sont commis sous l'emprise de l'alcool. Et pourtant, on va pas dire que la personne qui boit sa bière, ce midi vous allez aller manger l'estaminet à côté, vous allez boire votre bière, on va pas vous dire que vous êtes un danger et qu'il faut absolument vous mettre dans un hôpital psychiatrique et vous enfermer et jeter la clé.
Et pourtant, il y a plus de risques que vous commettiez un crime si vous êtes alcoolisé. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les schizophrènes, ils sont plus souvent victimes que coupables dans tout ça, parce que les schizophrènes, ils sont victimes de stigmatisation, ils sont victimes d'harcèlement, de violence, que ce soit physique, verbale, 7 à 17 fois plus que quelqu'un qui serait pas malade, ce qui est quand même beaucoup. Et il y a 15% des gens qui vont se suicider. Donc en fait, ils vont plus se faire du mal que faire du mal à vous. Les schizophrènes, ils sont souvent confrontés à plein de difficultés, à l'isolement, à la précarité, à des difficultés de logement. Ils ont, comme ils n'ont pas d'argent, pas de ressources, forcément, on s'intéresse un peu moins à eux. Et puis, comme ça fait peur, la schizophrénie, on les stigmatise. Comme ils sont tout seuls dans leur coin et qu'il n'y a personne qui vient les voir, forcément, ils ont besoin de s'aider. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien? On s'aide avec ce qu'on a à côté, donc des substances, de l'alcool. On se dit peut-être qu'en arrêtant le traitement, je serai un peu plus normal. Oui, les gens, si je prends le traitement, je suis fou. Si je prends pas de traitement, je suis peut-être moins fou, donc je vais arrêter. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a des soucis. Je vais vous montrer juste après, normalement. Voilà. Où en fait là, ils étaient partis voir sur une étude donc c'est une étude qui était à la base faite pour regarder un petit peu l'alcool et puis les conditions associées à l'alcool. Et donc on a retrouvé là où il y avait 2 petites flèches. Donc la première là, c'est les patients schizophrènes qui ont, les patients qui ont des soucis mentaux, pardon, et qui ont été violents. Et puis là, c'est quand on est malade mental, plus alcool ou drogue, plus des antécédents de violence qu'on a subis. Et en fait, on se rend compte que, de manière générale, ça c'est les gens, donc là, les gens qui sont des malades mentaux, là c'est des gens qui sont pas malades mentaux. Au final, c'est les mêmes taux. Hein. La vraie grande différence, c'est si on prend de l'alcool, donc on va être là. Sur les 3 derniers, on commence à prendre de l'alcool, des drogues ou des choses comme ça. Et c'est vraiment ça qui va faire le risque de la dangerosité. Donc la maladie mentale en soi, elle ne va pas être prédictive de violence. Par contre, on se rend compte quand même, on a dit tout à l'heure, il y avait 3% des schizophrènes qui pouvaient passer à l'acte. Alors, c'est pas que parce qu'ils sont schizophrènes ou parce qu'ils ont déliré ou quoi. C'est parce que ils ont peut-être eu dans leur vie des abus physiques. Ils ont peut-être eu de la violence, leurs parents qui les battaient. Ou ils ont eu des abus sexuels. Ils ont eu pas de travail, on ne s'est pas intéressé à eux. Donc tout ce que je disais tout à l'heure, les schizophrènes qui sont... la société les rejette, on avait dit, ils sont stigmatisés, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas trop d'argent, du coup ils vont se tourner vers les toxiques. Là, on retrouve tous les facteurs de risque. Donc en fait, je suis peut-être un peu provocatrice en disant ça, mais la société leur a donné les moyens d'être violents. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos 3%? Parce qu'on a quand même 3%, hein, mais il faut essayer d'éviter que les patients ils souffrent de la stigmatisation, comme on a pu le voir avant. Il faut essayer de promouvoir une image positive de la schizophrénie. Parce que quand on regarde quand même les schizophrènes, il y en a quand même plus qui accomplissent des choses bien que des schizophrènes qui tuent des gens. Et pourtant, ceux-là, on n'en parle jamais dans les médias. J'ai rarement vu, si on en parle de temps en temps, mais si vous comparez le nombre d'articles de presse, vous tapez schizophrène fait divers, vous n'allez pas trouver dans les 5 premières pages un truc positif. Ça va être meurtre, agression, voilà, et j'en passe et des meilleurs. Donc au final, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est pas la peine d'avoir peur des schizophrènes. Oui, il y a un risque, on a dit qu'il y avait 3%, mais en même temps, ça peut se prévoir, ça peut s'évaluer, ça peut s'éviter dans une certaine mesure, et en tout cas, ça peut ne pas se précipiter en les stigmatisant. Voilà, ça c'était pour la schizophrénie et la dangerosité. Donc, du coup, je sais plus ce que j'ai déjà fait. On va faire la dépression. C'est une petite vidéo aussi.
c'est la grande question. Est-ce que la dépression, est-ce que les gens qui sont déprimés, est-ce que c'est des gens qui simulent? Alors, on est parti voir un petit peu les chiffres. On sait que la dépression, ça touche 121 millions de personnes dans le monde, 3 millions de personnes en France, et qu'il y a 20% de la population française qui va, au cours de sa vie, souffrir de dépression. Ça veut dire que dans votre famille, vous en avez. Donc, vous avez potentiellement des simulateurs dans votre famille. Attention. C'est la première cause d'incapacité dans le monde. Ah bah oui, quand on simule, on peut plus rien faire, forcément. Comme on aime bien simuler, on recommence la moitié du temps. Sur les 2 ans, il y a 50% des gens qui recommencent. Mais par contre, simuler, c'est pas que positif, ça entraîne aussi quelques complications. Les complications, c'est quoi? Il y a pas mal de maladies qui sont associées, il y a des problèmes d'obésité, de diabète, des problèmes de cœur, il y a même des gens qui se suicident. Il y a 12 000 décès par an. Simuler un décès, c'est quand même compliqué. L'OMS, ils ont réfléchi un petit peu et puis ils se sont dit, avec tous les chiffres qu'on a, ce sera la première cause de morbidité chez la femme, la deuxième chez l'homme, après les maladies cardiovasculaires, donc infarctus, etc. Et c'est ce qui la deuxième chose qui coûte le plus cher à la société actuellement en termes de santé. Et ils sont chers quand même, ces simulateurs. En plus, ils nous coûtent des sous. Et alors nous, on s'est quand même demandé, mais alors, si les dépressifs, ce sont des simulateurs, ils s'exposent quand même à pas mal de trucs, entre la dépression, entre l'obésité, le diabète, le suicide et le risque de mourir parmi les 12 000 décès. Ils sont peut-être un peu fous, hein. Bah ouais, tiens, et nos dépressifs, est-ce qu'ils se repassent? Ils sont fous, ils sont simulateurs? On sait pas. Et si au final, je vais aller un peu trop vite par rapport à mon diaporama, et si au final, ils étaient juste malades? Voilà, c'était la petite présentation qu'on vous a fait pour déconstruire le mythe. Après, on était allé sur des trucs un peu compliqués que je ne vais pas forcément vous présenter, mais sur la même idée que la bipolarité, il y a plein de choses qu'on peut voir dans le corps quand on va chercher, quand on va regarder à l'intérieur, où on voit qu'il y a des modifications et que c'est pas que la personne qui a pas envie d'aller bosser qui dit je suis déprimée, je viens pas, et voilà, il y a quand même des choses qui se passent et c'est une vraie maladie. Et alors maintenant, il m'en reste un normalement. Et c'est celui-là. Les addictions. Alors, le 5e et dernier, je pense que je les ai tous faits là, sur lequel on a travaillé, c'est les addictions résultent d'un manque de volonté. Alors là, je vais me faire travailler un petit peu aussi. C'est quoi une addiction pour vous? C'est le moment où j'ai un grand moment de solitude parce qu'il n'y a personne qui répond. Ouais, la dépendance à un produit. J'ai entendu le mot perte aussi juste avant. La perte de quoi? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres définitions? Je suis contente, il n'y a personne qui m'a parlé de perte de volonté, c'est chouette. Du coup, je me demande si je dois faire ma présentation. Je vais vous la faire quand même. Donc, oui, en fait, on va réaliser un comportement pour avoir une satisfaction. On ne pourra pas contrôler ce comportement et on va le maintenir même si on a plein de conséquences négatives. Alors nous, ce qu'on s'était dit là, c'était qu'on allait vous expliquer un petit peu dans le corps, c'est quoi l'addiction. Alors on va refaire un peu de science pure et dure, mais on va essayer de le faire simple à nouveau. D'abord, on va parler quelques chiffres. Alors là, c'est un petit dessin qui montre, donc c'est les usages des différentes substances. Donc par exemple, l'usage du tabac. Parmi les usagers, donc les gens qui fument, il y a 32% qui vont développer une dépendance. Donc là, on a pour à peu près toutes les substances. Et ce qu'on peut voir, c'est en gros, parmi les gens qui utilisent quelque chose, donc que ce soit l'alcool, du tabac, l'héroïne, il y en a 30% qui vont devenir addicts, qui vont perdre cette liberté de s'abstenir. Et il y en a 70% qui vont pas se laisser aspirer par cette spirale. Et pourquoi? Comment ça se fait tout ça? Alors, nous on s'est dit, on a parlé des addictions, moi je vais vous parler un peu du cœur, là. Vous allez voir le lien assez rapidement. Ça c'est un examen qu'on peut faire où on passe le patient dans une machine, ça s'appelle un TEP scan, et puis on peut regarder les régions, alors plus c'est rouge, je vais vous mettre le petit truc de couleur, plus c'est rouge, c'est plus ça fonctionne, et plus c'est bleu, c'est moins ça fonctionne. Là mon patient il a un cœur normal, celui-là, et celui-là il a une insuffisance cardiaque, donc son cœur il fonctionne moins bien. On a fait la même chose avec un patient qui avait un cerveau normal, un patient normal, et puis il y a un cerveau de patient qui prenait de la cocaïne. Et on a beaucoup plus de bleu, enfin on a beaucoup moins de rouge et de jaune en tout cas, chez cette personne-là.
Donc elle a son cerveau qui fonctionne un peu moins bien. Dans l'insuffisance cardiaque, vous vous dites pas, la personne, elle a le cœur n'a pas envie de battre, il a perdu la volonté de battre. Alors pourquoi est-ce qu'on dirait de la personne qui utilise la cocaïne, vous avez perdu votre volonté d'arrêter? Parce qu'au final, c'est exactement la même chose qui se passe. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail. Chez tout le monde, nous, on aime bien se faire plaisir. Alors là, je vais vous parler de la prise de drogue, mais ça peut être la même chose si vous prenez un carré de chocolat, que vous êtes gourmand, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien manger. Quand vous prenez un truc qui vous fait plaisir, ça va activer ce circuit qui s'appelle le circuit de la récompense. Je ne vais pas vous embêter avec tous les détails. Mais en gros, ça libère les petits trucs verts, là, c'est de la dopamine. Enfin, je ne sais pas si ça paraît vert pour vous, mais sur mon écran, il est vert. Qui est l'hormone, enfin, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Mais dans le corps, on sait très bien, toutes les bonnes choses ont une fin, donc on a aussi, quand notre corps il est bien fait, un truc qui permet de bloquer. Donc c'est toujours dans le cerveau, bon là je l'ai représenté un peu dehors, mais c'est toujours là. Et donc logiquement, il y a une espèce d'équilibre, quand on a trop de plaisir, ce truc-là, il nous arrête. Sauf que les personnes qui deviennent addictes, elles perdent cette capacité-là. Donc en fait, ils se retrouvent dans la situation où, si j'ai un truc, si je prends le truc qui me fait plaisir, donc si je mange du chocolat, par exemple, je vais pouvoir avoir tout plaisir dans le chocolat, puis j'ai rien qui va me dire arrête de manger. Genre, je vais pas me dire demain si je regarde dans la glace, Audrey, t'auras pris 10 kilos. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. Et c'est un peu ce qui se passe chez les personnes qui souffrent d'addiction. Alors il y a d'autres trucs un peu plus compliqués que je vous passe là, mais c'est un peu le truc de base. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le cerveau qu'il y avait des petites modifications, je vous en ai parlé pour la bipolarité, que le cerveau il peut s'adapter tout au cours de la vie. Là c'est pareil, dans l'addiction il s'adapte aussi. Donc ça c'est notre cellule du cerveau. Le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, la dopamine, c'est les petits traits qui passent. Quand on a notre... donc là par exemple, on va prendre l'exemple de l'héroïne par exemple qui arrive, qui est consommée, on a plus de dopamine. Plus de dopamine égale plus de plaisir. Sauf qu'ils sont quand même très bien ces petites molécules, elles arrivent à modifier ce que la cellule du cerveau comprend, et la cellule du cerveau, même quand la molécule elle sera plus là, elle va continuer à agir comme si la molécule elle était là. Donc il va être, ce cerveau il va dire ah c'est cool, je suis super content, j'ai plein de plaisir, il faut que je continue à en prendre. Donc forcément ils vont pas arrêter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est modifié quand on prend des drogues? Ou quand on prend de l'alcool ou du tabac, enfin quand on est addict à quelque chose, ça va modifier vraiment à l'intérieur de notre corps, dans nos gènes. Donc je pense que les gènes, ça parle à tout le monde. Et on se dit tous, bah oui, mais les gènes, je suis née avec, il n'y a pas de raison que ça change. Et bah si, les gènes, ça change. Par exemple, si vous prenez là de l'alcool, on sait que dans la façon dont c'est fait, plus c'est serré, moins c'est exprimé, plus c'est lâche, plus c'est exprimé. Et l'alcool, ça va faire lâcher un petit peu toute la structure. Donc il y a des choses, des gènes qui ne s'exprimaient pas, qui pourraient potentiellement s'exprimer. Et chez les personnes qui développent des dépendances, ça existe. Puis après, il y a aussi les gènes de base, oui, il y a des choses avec lesquelles on est, et on est avec certains gènes qui nous prédisposent à être plus sensibles aux addictions que d'autres personnes. Pas de chance. 60%, c'est quand même beaucoup. Donc ça, je vous passe. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand les gens qui arrivent à essayer juste un tout petit peu, souvent ça dépend de l'environnement, les gens qui commencent à être dépendants, ça dépend beaucoup plus des gènes. Donc, est-ce que l'addiction résulte d'un manque de volonté? Non, parce que là, je viens de vous dire, il y a les gènes, il y a les trucs autour des gènes, il y a le cerveau, il y a les espèces d'hormones dans le cerveau, il y a plein de trucs. Et à aucun moment, je vais parler de volonté. Parce qu'on peut pas, je peux pas dire à mes cellules dans mon cerveau, surtout, fonctionnez pas comme ça, parce que sinon, je vais devenir addict. Ça marche pas. Donc, c'est pas un problème de volonté. Voilà, on a fini. Ah, pardon. Hop, voilà, on a fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey. En tout cas, c'était une présentation passionnante, avec beaucoup de maturité, beaucoup de compétences pour la présentation. Alors, par rapport à la déconstruction des mythes en psychiatrie, en t'écoutant André, peut-être que tu peux venir nous retrouver si c'est je pensais à cette étude d'Athénée Carmonde autour de la pauvrophobie. Et qu'est-ce que c'est la pauvrophobie? Si ce n'est, au fond, dans le miroir des pauvres, la peur probablement de devenir soi-même un jour pauvre. Je fais l'hypothèse qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue.
dans cette mise à l'écart des pauvres. Et je pense que la question de la folie, entre guillemets, dans la manière dont c'est véhiculé dans notre inconscient collectif, nous renvoie aussi à ça, c'est-à-dire la peur, au fond, dans le miroir de ces personnes que nous côtoyons, schizophrènes, bipolaires, dépressives ou autres, un jour devenir peut-être nous aussi comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être un mouvement de mise à l'écart de ce qui nous fait peur, parce que dans le miroir de ce que l'on voit, on pourrait peut-être s'y retrouver. Alors, je vais donc passer la parole à Céline Andernack pour pouvoir intervenir et commenter cette intervention. Merci beaucoup. Donc, je suis responsable administratif et financier d'une résidence à côté d'Armentières, qui compte 136 lits d'EHPAD, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et 20 lits de soins de suite et rééducation, donc sur le champ sanitaire, avec rotation gériatrique. Donc je vais repartir un petit peu des chiffres, ça me permettra de mettre un peu en perspective les choses. Si on compte effectivement 1% de la population atteinte de schizophrénie, théoriquement on devrait en avoir une ou deux dans notre résidence qui devraient en être atteints. Tout comme par rapport aux dépressions, on a 20% de la population qui au cours de sa vie vivra une période de dépression. Donc théoriquement, on devrait aussi avoir des personnes accueillies au sein de notre structure qui présentent ce type de troubles. Et donc, les questions qu'on rencontre, je dirais tous les jours, c'est pouvoir comprendre, mettre un nom, en démystifiant effectivement, comme ça a été présenté tout à l'heure, ces différents troubles que nous ne connaissons pas, puisque nous sommes dans le champ de la gériatrie. Alors effectivement, il y a certains troubles qu'on va plutôt appeler maladies Alzheimer ou apparentées, les démences qui sont liées à l'âge, mais quid de la distinction, de la frontière en fait entre toutes ces pathologies, puisque nous on le voit bien quand on est amené à accueillir des personnes en résidence, donc qui sont de plus en plus dépendantes. On fait effectivement une étude sur le dossier médical, puis une préadmission avec l'infirmière coordinatrice et le médecin coordinateur, qui a, je dirais, des compétences qui sont plus de l'ordre de la gériatrie, du fait de notre métier, notre cœur de métier. Et ça nous est arrivé, il n'y a pas forcément très longtemps, qu'on nous cache carrément une pathologie qui relevait plutôt d'un trouble psychiatrique qu'on ne connaissait pas. La famille étant, je dirais, complice de cette cachotterie, et même lors de la préadmission, on se retrouve avec quelqu'un qui présente vraiment aucun trouble, aucun problème, et dès le lendemain, catastrophe, grosse difficulté sur la prise en charge, et on se rend compte, en creusant un petit peu plus, qu'elle était sous camisole chimique lors de la préadmission. Donc là derrière, nous, on peut pas renvoyer effectivement la personne, puis c'est pas, je dirais, notre objectif non plus. On est là pour faire de la prise en charge. Et puis on est aussi dans un lieu de vie, c'est sa nouvelle habitation. Donc voilà, il y a tout un tas de choses aussi déontologiques tout un tas de questions qui se posent. Et là, le plus gros souci, c'est la transparence et la continuité de la prise en charge de la personne. Alors certes, effectivement, on a bien vu, on se donne des images, de fausses images sur les différents troubles, que ce soit la dépression, la bipolarité, la schizophrénie et bien d'autres. Mais si on n'essaye pas, ne serait-ce qu'un petit peu de dialoguer, de transmettre les infos, derrière l'équipe médicale et soignante est en totale incapacité de prendre en charge ces personnes.
Et on arrive à redonner justement dans l'urgence parfois des traitements chimiques plutôt que d'avoir pris le temps de cet accueil, alors qu'une admission, sauf cas d'urgence, elle se prépare, ça dure parfois 15 jours, 3 semaines, et donc c'est vrai qu'on a le temps quand même de ces échanges entre professionnels pour préparer. Et pour faire en compte aussi que la famille, puisque on parle, tout comme les personnes atteintes de différents troubles psychiatriques, il y a la prise en charge du patient et la prise en charge et l'accompagnement de l'entourage. Et nous, au niveau de la prise en charge des personnes âgées, de plus en plus, on prend beaucoup de temps pour l'accompagnement et la prise en charge aussi de l'entourage. Et donc c'est vrai qu'il y a, à mon sens, tout un travail à faire. Alors, il y a aussi le manque de formation des professionnels, puisque notre cœur de métier, comme je le disais, c'est la gériatrie. Il y a des formations gérontopsie qui sont faites et qui sont dispensées à l'ensemble du personnel, qu'ils soient soignants ou même services hôteliers. Donc, ça permet de pouvoir réagir, de pouvoir communiquer et comprendre certains gestes même de violence de la part de certains résidents. Mais en aucun cas, il s'agit d'une formation et d'une mise en place d'une compréhension des différents troubles psychiatriques. Après, on a aussi des difficultés, je dirais, sur tout ce qui va être dépression et risque suicidaire. Puisqu'on est tant sur la partie médico-sociale, donc qui est plus de l'hébergement, ou la partie clinique qui est donc du sanitaire, mais sans suite à l'éducation, nous n'avons pas les mêmes obligations de sécurité ni même de prise en charge qu'un établissement qui est vraiment très orienté avec prise en charge psychiatrique. Et donc, quand on a quelqu'un qui n'est pas réellement identifié dans la continuité justement toujours de cette prise en charge avec un fort risque suicidaire et qu'on se retrouve avec une personne en pleine nuit sur une toiture terrasse, bon, voilà, c'est compliqué, on rattrape le coup, mais derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que ça se reproduise et pour accompagner la personne et faire en sorte aussi qu'elle aille mieux. Donc voilà, c'est vraiment puis mettre un nom, je dirais, sur toutes ces pathologies dans cette transparence de prise en charge et de continuité des soins des patients et des personnes, et de l'entourage des personnes accueillies. Je sais pas si... Moi, je me permets de rebondir sur une chose qui m'a interpellée quand vous en avez parlé. Vous avez dit la famille, elle avait été complice. Moi, ça m'interpelle parce que je me dis, la famille, si elle n'a pas voulu le dire, si elle a été complice, si elle a voulu le cacher, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas supporté l'image que la société en donne, et donc du coup, ils ne veulent pas le dire. Le patient est peut-être aussi dans cette situation-là. Alors c'est vrai qu'après, vous, ça vous met en difficulté dans la façon de fonctionner et ça mettra à terme le patient aussi en difficulté. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse quand même de me dire, la famille, elle vient solliciter le médecin, elle vient solliciter la structure pour les aider et derrière, ils se retrouvent un peu inconsciemment obligés de cacher certaines choses parce qu'ils se disent, parce que sinon ils ne le cacheraient pas, si jamais je le dis, bah, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Comme si qu'on n'avait pas vraiment de structure adaptée en fait pour ces patients-là. Et c'est peut-être ça la question. Est-ce qu'on a une structure adaptée? Parce que là, on parle effectivement, il y a de la gérontopsie. Alors, c'est pas du tout les mêmes pathologies, c'est pas du tout les mêmes prises en charge. Vous n'avez pas non plus beaucoup de personnel. Il y a certains patients qui vous demandaient plus de personnel que d'autres. Est-ce que avoir tout le monde dans la même unité alors qu'il y en a quelqu'un qui va demander 2 ou 3 heures d'infirmière présente parce qu'il va pas être bien, parce qu'il va être déprimé, parce qu'il faut parler, et quelqu'un qui oublie à chaque fois ce qui se passe, est-ce qu'il y a autant besoin de quelqu'un à côté, est-ce que la personne peut se partager, enfin, c'est vraiment très compliqué au quotidien pour vous, mais c'est aussi très compliqué pour les familles de dire mais où est-ce que je vais pouvoir adresser mon proche, la personne qui m'est chère, pour qu'elle soit prise en charge, mais sans non plus avoir des conséquences derrière. Et c'est vrai que nous, en tant qu'interne, on se retrouve alors sur des consultations, parce qu'on a des consultations où on voit des patients seuls, et puis ça nous arrive de se retrouver en difficulté et de nous dire mais concrètement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider cette personne? Et ça nous arrive, je veux dire, quasiment tous les jours. Et au final, d'avoir une solution, mais qui n'est pas la solution idéale.
Et c'est vrai que c'est très embêtant. J'aurais pas de solution malheureusement. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait plus d'échanges. Après, nous on est soumis au secret professionnel, donc on échange avec le médecin coordinateur. On peut pas échanger avec la structure directement. Donc c'est à lui de faire les transmissions et voilà, de transmettre les informations médicales pertinentes. C'est vrai qu'on est aussi souvent un peu dans les mêmes difficultés que vous, en amont ou en aval, mais on a aussi parfois ces difficultés de qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens. Voilà. Alors c'est vrai que la maladie mentale, elle est discriminante. Quand on est à l'hôpital général, je suis à l'hôpital général, très régulièrement sur des services de médecine qui nous sollicitent par rapport à des patients qui ensuite vont être orientés par exemple en soins de suite. C'est beaucoup plus compliqué d'adresser en soins de suite un patient qui a une pathologie mentale que d'adresser un patient qui n'a pas de pathologie mentale. Si vous arrivez dans un service d'urgence, et je travaille dans un service d'urgence à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, vous vous rendez compte qu'il y a assez régulièrement une perte de chance pour des patients qui ont une pathologie psychiatrique, parce que la manifestation, qui est la manifestation par exemple organique, somatique, est souvent interprétée d'abord selon l'angle de la pathologie mentale avant de l'interpréter selon l'angle du somaticien. Et c'est vrai que les questions que vous posez, en tout cas ce que tu nous as présenté là, met le point sur vraiment cette question de la peur du malade mental avec ce que ça pose de mise à distance, d'exclusion, de discrimination. Et ce que je trouve intéressant dans la présentation que tu as faite, c'est au fond, cette mise à distance, ça crée de l'isolement. Cet isolement, ça crée de la précarité. Cette précarité, ça tente de trouver des solutions par l'addiction. Et au fond, c'est cette cumul de problématiques qui vient créer potentiellement une forme de dangerosité qui rend encore plus compliquée la prise en charge à la fois psychiatrique de ces patients, mais aussi leur prise en charge dans le dispositif de soins au sens général du terme. Et c'est vrai que moi, ça m'interroge sur au moins 2 questions. Alors, je suis pas sûr que tu auras la réponse, parce que c'est des questions un peu complexes. La première, c'est est-ce qu'il existe des modèles, ou peut-être même des modèles de société où les mythes ne sont pas aussi prégnants, et donc où les malades mentaux ont la possibilité d'être beaucoup mieux intégrés au sein de la collectivité. Et peut-être l'autre question dont tu as parlé, du rôle des médias dans la question de la prévention du suicide, dans la manière dont on va présenter un passage à l'acte, enfin, un suicide sur un plan médiatique. Mais est-ce que nos internes plein d'ingéniosité, de créativité, d'intelligence, ont réfléchi aussi à des manières de déconstruire les mythes? Alors, je vais pouvoir répondre à la deuxième partie en premier, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Oui, les internes, on essaye de participer activement à la promotion de l'image positive de la santé mentale et de la maladie mentale. On essaie de participer à chaque fois qu'il y a des journées, on avait participé l'année dernière aussi, c'est donc semaine d'information en santé mentale. Dès qu'il y a des journées, on se dit, on est là en tant qu'apprenant, on est tous les jours en stage, on a des horaires compliqués, mais c'est notre devoir en tant que professionnel de faire en sorte que demain, nos patients ils soient moins stigmatisés, parce que qui dit patient moins stigmatisé, dit patient qui ira potentiellement un peu mieux. Donc, en allant une journée pour aller sensibiliser les gens, j'aide pas mon patient directement en le voyant en consultation, mais je vais aider tous les patients, et au final, lui, il aura aussi des retombées positives de nous, ce qu'on aura fait de cette journée-là. Donc, on essaye de participer aux différentes journées d'information. On avait essayé aussi, on essaye de lire un peu les études, puis on avait lu que parfois des petites actions ciblées, pas forcément dans le cadre de journées nationales, ça pouvait marcher aussi. Donc l'association était intervenue dans le cadre de la fête de la soupe à OEVM. On était parti faire une soupe au fou, donc on a fait une soupe. Alors on n'a pas mis de médicaments dedans, ne vous inquiétez pas pour ceux qui y étaient passés. Et puis on avait préparé des petites questions qu'on avait accrochées sur une corde à linge, un truc voilà, un peu étudiant, on n'avait pas beaucoup de sous, mais les gens ils sont venus et on a pu échanger un peu sur c'est quoi un fou. Alors, certains des mythes qu'on avait pris là, est-ce que les patients qui souffrent de troubles mentaux, est-ce qu'ils sont dangereux?
Et c'est vrai qu'on avait pu voir, les gens, ils n'étaient pas venus pour parler de maladie mentale. Il y a plein de monde qui sont passés, ils ont bu de la soupe, ils sont venus. On était souriants, on était gentils. Et on a pu échanger un peu avec eux. Et je pense qu'on a pu toucher à ce moment-là des gens qu'on ne touche pas d'habitude. Donc oui, on essaie de se mobiliser dès qu'on peut et dès qu'on a une idée. Après, pour répondre à la deuxième question, qui est un peu plus compliquée, est-ce qu'il y a une société idéale? Je vais vous dire, je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout d'ailleurs s'il y a une société idéale. Mais je sais qu'en France, nous, malheureusement, on paye un petit peu toute l'antériorité qu'on a eue de le malade, il fallait le cacher de la société, il fallait qu'il soit bien gentiment dans son hôpital psychiatrique et qu'il sorte pas, parce que pas le voir, c'est mieux. Quand on voit pas les choses, elles n'existent pas. C'est vrai que maintenant, il faut quand même le temps qu'on sorte de cette phase-là et qu'on puisse expliquer aux gens que oui, mais le patient qui est dépressif, c'est comme le patient qui a un cancer. Moi, en ce moment, je suis en stage au centre Oscar-Lambray. Je vois des patients qui ont des cancers tous les jours et il y en a qui n'osent pas le dire parce que la maladie, elle est dégradante à l'intérieur de leur corps. Voilà, c'est intrusif. Mais il n'y en a aucun qui va me dire oui, mais moi je veux pas dire dehors que j'ai un cancer parce que sinon il y a tout le monde qui va me tourner le dos. Non, c'est pas vrai, en fait, ils viennent nous voir, ils demandent des groupes de parole, ils demandent des groupes de patients et ils n'ont pas peur de venir au centre Oscar-Lambray. Alors que si je demande à un patient de venir me voir en consultation dans un EPSM, il y a la moitié des gens qui vont me dire non, mais surtout pas l'EPSM, docteur. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a créé le CMP, pour pouvoir éviter pour pouvoir aider ces patients-là qui peuvent pas passer les portes parce qu'il y a le stigma qui est trop important. Donc je sais pas si c'est une société idéale, mais on essaie quand même de faire des choses pour que ça s'améliore. Après, l'idée, c'est vrai que quand on entend tout ça, c'est est-ce que commencer peut-être par aussi un peu plus de sensibilisation auprès des professionnels de terrain pour comprendre, comme là on vient de le faire, mettre des mots, je dirais pas des définitions, mais des idées beaucoup plus concrètes sur ces différentes pathologies qu'on comprend clairement pas du tout, tant qu'on n'est pas, je dirais, confronté à ces problématiques. Est-ce que ça permettrait pas aussi de mieux les comprendre, de mieux les prendre en charge, de moins en avoir peur, d'arrêter justement de les mystifier, en sachant aussi que, donc comme je disais, on a des formations psychogériatriques, mais qui sont tellement centrées sur certains points. Après, on a d'autres types de formations dans le champ sanitaire. Alors voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à faire en plus des accompagnements avec les équipes mobiles, parce qu'on a déjà des partenariats sur les équipes mobiles gériatriques, on travaille sur les soins palliatifs, sur les filières AVC, mais c'est vrai qu'on n'a pas réellement, en tout cas pour notre part, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'établissements, de filières, de réseaux et d'équipes mobiles psychiatriques qui viennent aussi facilement dans les établissements médico-sociaux pour nous aider justement, pas que à prendre en charge, mais aussi à faire des petites piqûres comme ça d'une heure ou deux pour expliquer, ou suite à une prise en charge compliquée, à venir, voilà, en fait, vous avez fait face à tel type de situation, en revenant un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé, en expliquant, en comprenant, en essayant de comprendre tous ensemble autour de la table ce qui a été bien, ce qui n'a pas fonctionné parce que on n'avait pas les outils, les moyens, ni le personnel pour répondre à une problématique. Peut-être qu'il y aurait des choses effectivement sur ce point-là. D'accord. Alors, avant de passer peut-être la parole à l'Assemblée, ce qui me donnait comme réflexion en vous écoutant, c'était aussi la question de la création artistique, qui moi me paraît être aussi peut-être une petite pierre à l'édifice, mais un média qui permet de pouvoir démystifier aussi la maladie mentale. Création artistique qui n'est pas simplement l'œuvre créatrice, qui est aussi la capacité à pouvoir le partager à travers, en particulier, des présentations, des expositions qui peuvent se faire dans la ville, dans la communauté. J'en ai l'expérience, moi, par rapport à notre service où
on a à cœur de faire venir très, très régulièrement, donc de façon presque continue, des artistes d'obédience différentes qui viennent à chaque fois faire des ateliers dans le service et qui ensuite, pour la plupart, vont exprimer, enfin, exposer en tout cas, ou amener les usagers à exposer leur œuvre à travers différents supports, mais toujours à l'extérieur de l'hôpital. Et pour ceux qui connaissent le musée de Villeneuve-d'Ascq, le LAM, avec cette très belle exposition d'art brut, où on voit des anciens patients de biopsychiatrique qui viennent exprimer artistiquement leur délire. Et quand on commence à s'y intéresser, à ce moment-là, on arrive déjà à faire un pas pour comprendre ce qui s'est passé, quel était le cheminement qu'ils ont pu avoir. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer encore, on a du temps, peut-être on terminera plus tôt pour une fois, mais soit d'avoir vos réflexions, soit d'avoir vos questions, et puis tenter d'y répondre. Merci. C'est peut-être un commentaire sur ce qui a été dit, qui m'amène à revenir sur la vérité. Poser la question, est-ce qu'il y a une société dans le monde où il y a une bonne intégration, tout ça malheureusement, mais bon, peut-être, j'espère que quelqu'un pourrait apporter une innovation, mais je ne pense pas qu'il existe une société qui a un traitement qui soit favorable pour les gens souffrant de maladies mentales, puisque les maladies mentales suscitent partout des croyances, et des croyances sur l'origine des maladies mentales, et très souvent, dans la plupart des sociétés, c'est le mauvais œil, la malédiction, etc. C'est pas limité aux maladies que nous on appelle mentales, puisque par exemple l'épilepsie ou des maladies de peau qui sont très ostensibles sont aussi associées à ça, mais souvent c'est une connotation très négative qui va susciter un rejet, une maltraitance et des violences vis-à-vis de ceux qui en souffrent, et ça partout. Il y a les sociétés idylliques qui intégreraient les maladies mentales sont plus du registre du fantasme, du mythe que de la réalité. Ce qui m'amène à la réflexion suivante, c'est que en fait, la maladie mentale, on ne connaît pas, on n'a pas de données, on a essayé de vous montrer des données physiopathologiques, etc. On connaît des facteurs de risque, mais on ne connaît pas réellement la pathogénie, c'est-à-dire comment la maladie vient, comment on peut l'expliquer. Et comme on n'a pas une connaissance véritable, eh bien, la nature ayant horreur du vide, et notre cerveau, notre pensée a horreur du vide, il faut qu'on ait une explication. Et donc, ce sont des croyances qui viennent se loger là. Et ces croyances, elles sont là, même chez nous, même chez les médecins, même chez les professionnels qui accueillent tout ça, on a toujours des croyances, et on a dans notre histoire, penser qu'il s'agit soit d'un châtiment divin. La religion catholique a longtemps pensé que c'était, par exemple, la dépression était une perte de l'espoir la grâce de Dieu, et donc c'était un péché, ça a été longtemps un péché capital. Je vous rappelle qu'on a brûlé jusqu'en 1653, 1583 plutôt, des gens souffrant de mélancolie, etc. Et que tout ça, ça laisse des traces, hein, et qu'on a des croyances, tout ça. Et ces croyances, elles continuent aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'importance de décloisonner, parce que les croyances, elles vont s'exprimer sur des terrains différents, et en particulier des terrains idéologiques. Je vous ai entendu parler de camisole chimique. Là, c'était certainement un bon escient, puisque cette famille qui était venue, enfin un bon escient, entre guillemets, cette famille était venue comme s'ils avaient passé un entretien d'embauche et qu'il fallait absolument qu'ils passent et qu'ils soient calmes. Donc là, il y a eu un mésusage de médicaments, enfin ça aurait pu être n'importe quoi, tout ça. Mais le terme camisole chimique, par exemple, est un terme qu'on retrouve, alors que on peut aussi avoir un autre regard sur la prescription médicamenteuse, qui peut être aussi, comme dans n'importe quelle maladie, il y a des indications, il y a de l'efficacité, il peut y avoir des effets indésirables, on dirait ça pour l'hypertension, pour le diabète, etc. Mais pour la psychiatrie, il va y avoir des prises de position très fortes. Et on voit une fracture, par exemple, entre des gens qui pensent que les maladies mentales, c'est purement biologique, d'un côté, et de l'autre côté, on va dire, c'est purement environnemental, etc. Alors, ce que notre interne a essayé de vous montrer, c'est que finalement, il y a des facteurs de risque, il y a des vulnérabilités qui viennent un peu partout, qui peuvent être biologiques, génétiques, environnementales, psychologiques dans le développement, et que c'est très difficile de prédire la place. Mais c'est vrai que là, on est dans un domaine où ça est chaud. Et on voit, pour ça que c'est très important ce genre de réunion, qu'entre, par exemple, des gens qui travaillent dans le social, dans le médico-social, il y a une représentation très sociogénétique des pathologies, et chez les médecins, de l'autre côté, une représentation qui serait beaucoup plus biologique, alors que justement, il n'y a pas de vérité dans ce sens-là, et qu'il faut
mieux faire évoluer les choses en décloisonnant plutôt qu'en se campant sur ses croyances. Oui, en complément de ce que disait Vincent Dodin, moi je vous encourage tous à aller sur la radio qui s'appelle Les Entonnoirs, qui est une radio qui diffuse sur Radio Campus tous les jours avec des chroniques environnement, avec des chroniques poésie, qui est tenue par des malades mentaux et des schizophrènes, qui sont très enrichissants, hein, qui a été d'ailleurs, on va le dire, la première de France, hein, cocorico quand même pour la région Nord-Pas-de-Calais qui n'était pas encore Hauts-de-France mais qui l'est devenue. Et cette radio, moi je vous encourage parce que là on s'aperçoit qu'effectivement ce sont des gens qui ont d'énormes richesses. Hein. Et bon, pour répondre à votre société idéale, ben, je crois que c'est toujours la même chose, c'est ce que j'ai écouté tout à l'heure, ben, c'est droit à la différence dans nos sociétés qui sont de plus en plus normatives et où la personne qui sort de normes n'a pas le droit d'exister. Donc je crois, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est pas seulement un problème de soignants, c'est un problème de citoyens, de nous à part entière. Mais la radio des Entonnoirs, je vous encourage, vous allez sur Google, vous trouverez sûrement si vous voulez, les diffusions et les chaînes. C'est vraiment très très intéressant et ça donne aussi notre image de la personne porteuse d'une pathologie psychiatrique a priori qu'on qualifierait de grave. Voilà. D'autres? Oui, je vais rebondir un petit peu plus sur ce que vous avez dit tout à l'heure, et puis si je peux me permettre, comme j'ai la chance d'avoir une interne devant moi, j'en profite pour passer un petit message. La problématique que Madame a exposée tout à l'heure de patients qui est admis au sein d'un établissement où des informations médicales ne sont pas données, malheureusement, c'est une problématique qui est régulière. Et si on parle là de stigmatisation, effectivement, les pathologies mentales font peur, mais elles font partie des patients que nous devons accueillir, et je pense qu'aujourd'hui, dans la mentalité des établissements, on n'a pas de problème à les prendre en charge ou à étudier leur admission au sein d'un équipe de plusieurs patients, si on les connaît. Vous avez parlé de travailler en réseau, je suis d'accord avec vous, c'est indispensable, aujourd'hui ça se fait, nous on a de la chance de pouvoir aussi le faire avec la psychiatrie, ça se passe comme ça se passe, c'est pas toujours simple, voilà. Mais le travail en réseau se fait aussi surtout pour des nouvelles problématiques qui apparaissent au sein du séjour. Quand on sait avant qu'il y a des problématiques psychiatriques, si on les connaît pas, on peut pas les anticiper. Et je pense qu'on a aussi de la prévention à faire à ce moment-là. C'est-à-dire que demain, si on étudie un dossier d'admission en équipe pluridisciplinaire, et j'insiste sur ce mot parce que j'y reviendrai après, qu'on voit qu'il y a des troubles psychiatriques et qu'on est informé et qu'on nous donne un petit peu de clés, un petit peu d'outils, qu'on nous donne le temps de préparer le personnel à l'accueil, de préparer la voisine de chambre à l'accueil, de préparer les équipes, de préparer intelligemment l'endroit où on va la mettre parce qu'on aura peut-être une unité plus calme ou une unité trop agitée qui risquerait de créer des décompensations chez cette personne. Si on a le temps de travailler tout ça avec vous, si vous avez la possibilité de venir aussi à 30 jours après l'admission où on fait une première synthèse pour réévaluer, puis après on travaillera avec les équipes, les réseaux et tout ça, mais au moins de pouvoir accompagner, vous pourrez donner des solutions aux patients avec lesquels vous êtes un petit peu en difficulté. Et si j'insiste sur le côté pluridisciplinaire, madame, je suis désolée de vous apprendre qu'un EHPAD, c'est une structure médico-sociale, mais avec autant de valeurs sanitaires qu'un hôpital, avec autant de compétences, et que malheureusement aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas de médecin coordinateur, parce qu'on n'en trouve pas, parce que c'est difficile. Et qu'à mes côtés, j'ai mes psychologues et j'ai mes infirmières co qui sont autant compétentes pour avoir des informations de la part d'un interne. Elles sont soumises au secret médical. Et quand je vous entends, après une super présentation que j'ai appréciée, qui est accessible, dire « je donne les informations à un médecin coordinateur », mon Dieu, s'il vous plaît, non. Donnez les informations à l'équipe pluridisciplinaire qui prendra en charge votre patient pour assurer la continuité de sa prise en soin tout au long de son parcours. Voilà, je vous remercie. Je
vais juste me permettre de rebondir parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'histoire du partage et de l'organisation du partage du secret. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis bien abstenue de parler de médecin coordinateur. J'ai dit qu'on était devenu au secret médical. Et j'ai pas précisé exactement les limites, donc c'est pour ça. mais c'est vrai qu'on peut pas, enfin, par exemple, on ne pourra pas donner des informations à quelqu'un au téléphone ou quoi, mais en réunion, enfin, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me déplacer avec le patient pour aller à des consultations d'admission. Ça, on le fait après, c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas le temps. Mais on devrait pouvoir se déplacer plus souvent, tout comme on devrait aussi, dans la société idéale, avoir des médecins coordinateurs partout, mais c'est pas forcément toujours le cas. Mais j'ai bien compris le message, ne vous inquiétez pas. Merci. En tout cas, sur la question du réseau que vous évoquez, c'est effectivement la question de l'information qui est transmise. Moi, je pense que c'est aussi, par rapport à une situation, par exemple, un trouble mental identifié, la capacité aussi pour celui qui adresse de pouvoir dire s'il y a un problème, on peut reprendre. Parce que la difficulté qu'on voit bien, c'est bien cette difficulté de renvoyer quelqu'un en disant bah, pour l'instant ça tient, peut-être que dans 24 heures ça va péter, mais au moins il sera ailleurs et on ne sera pas en capacité, on ne sera pas obligé de devoir le reprendre. Je crois que c'est la question de cet engagement-là, mais elle fait partie aussi de ce côté citoyen, c'est-à-dire être citoyen, c'est être engagé, mais c'est être engagé pas simplement dans sa vie personnelle, c'est aussi de l'être à travers ses missions en tant que professionnel, en tout cas en tant que support à des populations qui sont fragilisées. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, d'autres questions, d'autres témoignages. Ah, quelqu'un là-bas. Merci. Donc on me demande de me présenter. Donc je suis le docteur Lyon, je suis psychiatre et je travaille essentiellement sur Amiens pour faire. Bref, je suis arrivée un peu en cours de route, donc simplement c'est plus un commentaire sur les commentaires que je voulais. On entend beaucoup parler de réseau, on entend beaucoup aussi dire les manques qu'on partage tous, et je pense que une des premières dimensions sur lesquelles on pourrait se mettre d'accord, c'est qu'on manque tous et de médecins, et de formation, et de toutes les disciplines et les statuts confondus. On est obligé de travailler ensemble, main dans la main, pour prendre en charge, en soins, au sens le plus large du terme, des personnes qui sont marquées par une très grande vulnérabilité. Alors, on va de plus en plus sur ces échanges de réseau, et au-delà des informations, je crois que dans l'inconnu de la rencontre avec les patients psychiatriques, pour dire vite, au-delà donc des informations, au-delà des mots, parce que c'est très compliqué les définitions et ce à quoi renvoient certains de nos termes, il faut quand même, nous, qu'on accepte d'entendre ça. Il est aussi question du savoir-faire et du savoir-être face à des interrogations, parce que nos patients renvoient à l'inconnu, au fait que leur symptomatologie ou leur façon de rentrer en contact les uns avec les autres est marquée par beaucoup d'instabilité, d'imprévisibilité. Je crois que c'est cette imprévisibilité qui dérange et qui interroge en même temps, et qui quelque part fait aussi la richesse de nos rencontres. Alors, dans ces questions de réseau, il y a un outil qu'il faudrait développer, c'est pouvoir de temps en temps aller travailler, faire des petits échanges, des petits stages, et aller travailler un peu les uns chez les autres. Il est évident que, en tout cas, il est très probable que peut-être du côté du sanitaire, on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire qu'accueillir au sein d'une population qui est sur son lieu de vie, et ça fait toute la différence, quelqu'un qui peut avoir à un moment un comportement qui n'était pas prévisible, pour lequel on n'avait pas les indicateurs dans l'œil, et ainsi de suite. Alors c'est vrai que peut-être c'est plus facile de voir des œdèmes des membres inférieurs, quelqu'un qui tout d'un coup n'en avait pas, qui tout d'un coup en a, et on se dit tiens, respire pas bien, là aussi ça, on se dit on va appeler le médecin, et peut-être c'est cardiologique ou respiratoire, ou je sais pas. La psychiatrie, ça touche vraiment la population, la question de l'intersubjectivité, de la rencontre. Et donc, c'est un champ qui est extrêmement riche, mais c'est un champ qui est extrêmement vaste.
Et donc, en permanence, on se dit peut-être que c'est difficile de s'ajuster. Voilà, comment le patient va s'ajuster, le résident va s'ajuster à tous les résidents autour de lui, et comment nous, en tant que professionnels, on va devoir s'ajuster, voilà, à sa façon de rentrer en contact avec nous. Donc, je voulais juste glisser pour redire comment on peut faire. Ces petits outils, ça passe par des conventions, ça peut, voilà, ça ne passe pas que par les médecins, mais ça permet aussi de se rendre compte qu'après, quelquefois, enfin, dans les équipes du côté là, de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques, on sait que, voilà, même s'il y a un brouhaha, on a l'habitude de ce brouhaha, c'est celui de l'unité, il ne va pas nous inquiéter. Par contre, quelqu'un qui arrive nouvellement dans l'unité va se dire, là, il y a quand même du bruit, et ça, c'est quoi ce bruit-là, et ainsi de suite. Et pour un bruit qui peut paraître anodin pour quelqu'un d'inconnu, enfin voilà, qui arrive, qui est nouveau, tout d'un coup, nous, on va réagir différemment parce qu'on a l'habitude de l'ambiance. Donc c'est tout ça qu'il faut pouvoir acquérir, et je pense qu'au-delà des informations, c'est vraiment une question de qualité de rencontre, de savoir-être les uns vis-à-vis des autres. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Donc s'il n'y a pas d'autres réactions, c'est rare hein, pour terminer en avance avec cette belle matinée hein, où on a pu partir de la complexité du trouble psychiatrique avec toute cette dimension très multifactorielle qui va être à l'origine du symptôme, donc là de la maladie mentale. On a pu voir la complexité aussi des modèles de prise en charge et la nécessité de pouvoir effectivement fonctionner en réseau, d'avoir la capacité à aller se connaître mutuellement à travers nos structures, nos associations, nos outils respectifs. Et donc on a pu terminer sur cette nécessité aussi de déconstruire les mythes concernant la représentation de la maladie mentale. Donc merci et bravo à tous ceux qui sont intervenus. Et donc c'est le moment du repas et on se retrouve à 14h si j'ai bien compris.